Allez, on lance Squeezie, c'est parti. Je vais vous parler d'un milliardaire, John Chiang, qui comme beaucoup d'autres milliardaires avant lui se faisait chier. Beaucoup d'argent, mais une solitude incroyable et un vide dans le cœur à combler. John Chiang, il a voulu se lancer du jour au lendemain dans le cinéma. Je pré-shot, hein, j'ai pas vu la vidéo, hein, mais à mon avis, c'est le gars qui va vouloir être full contrôlant, qui va se penser tellement pété de fric, qui va être prêt à mettre des ponts d'or pour des trucs de merde, mais pas payer correctement les bonnes personnes, et surtout ne pas écouter les bonnes personnes, et ça va partir en couille complet, quoi. Hein. Laissez-moi vous présenter Empires of the Deep, le film qui devait être le Avatar chinois. Effet 3D, aventure épique, budget gigantesque, on parle de plus de 150 millions de dollars. Bref, ça vend du rêve là, j'ai envie de le voir. Eh bien non, parce que si on parle de ce film aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est bien, c'est parce qu'il est tout simplement jamais sorti. Vraie question les gens, vous seriez milliardaire, vous achèteriez quoi comme voiture? Quelqu'un dit une Lamborghini c'est vraiment un zizi de métal, mais je connais des gars... Je pense s'ils devenaient milliardaires demain, ils achèteraient sûrement une Lamborghini. Un Volvo Break. On vous dit vous êtes milliardaire, vous n'allez pas acheter un Volvo Break. Non mais un van, soyez milliardaire dans vos têtes là, mais c'est quoi ces prolétaires? C'est quoi ce chat de prolétaires qui veut s'acheter un van? Bah oui, moi aussi je m'achète un van, on est d'accord, mais maintenant votre voiture de riche, on parle de votre voiture de riche. Voilà une Aston Martin, voiture de riche, pour faire un peu comme James Bond. 10 000 Volvo Break, voilà, move de milliardaire, ça c'est pas mal. Une Twingo. En fait je vous crois, moi je crois il y en a ici, ils achèteraient vraiment une Twingo, ils seraient là, ils auraient 1 milliard d'euros, ils achèteraient leur Twingo, ils iraient au travail en Twingo. C'est un truc méga français, les footballeurs français, c'est toujours remarqué à l'international, c'est genre les mecs, ils arrivent avec leur salaire de footballeur et ils achètent genre des Twingo ou des voitures de daron. Tous les autres, ils arrivent en Bentley et eux, ils sont dans leur petite Twingo, tu vois, ça me fait toujours marrer parce que je pense qu'on est vraiment un peu comme ça. On n'attache pas la même importance aux voitures dans notre pays. Un tracteur. Le plus gros tracteur pour bloquer la nationale était sur son tracteur comme ça, était là. Et les gens, ils osent rien dire parce qu'ils se disent non mais là, c'est un paysan qui va sauver la France et produire des carottes. Et en fait, non, rien du tout, tu vois. Votre voiture de riche, votre voiture pour flex, c'est la voiture pour impressionner quand vous irez au dîner de la comtesse, d'accord? Quand vous êtes invité au dîner de la comtesse, vous devez avoir votre voiture pour flex un petit peu, parce que vous arrivez avec votre Twingo, bon, vous êtes l'original. Un Monster Truck limousine, ah là, voilà, la rêve d'enfant. T'arrives à quelque part avec un Monster Truck, t'arrives au dîner de la comtesse en Monster Truck, là t'en imposes, là t'es un prolo qui pèse. Tu n'as pas renié ta classe prolétaire, et en même temps, t'arrives un peu avec un truc pour flex, tu vois. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Une Alpine. Moi aussi, je pense, je suis un peu con comme ça, mais j'avoue, les Alpines, ça me fait un peu rêver. C'est un truc de gamin. Quand j'étais petit, que je voyais sur la route des Alpines, mon père, il me montrait toujours, il me disait « Ah, ça, c'est une Alpine, c'est super et tout, machin. » Et mon grand-père aussi était routier, mon grand-père. Et il bossait aussi un peu comme mécano et tout machin. Et il me disait toujours les Alpines, c'est les meilleures voitures, naninana. Et c'est dans ma tête, l'Alpine, c'est devenu un peu l'équivalent d'une Aston Martin à la française. C'est la voiture incroyable, quoi. Je pense qu'il n'y a que un Français pour kiffer sur une Alpine. Mais moi, dans ma tête, c'est des voitures de ouf, quoi. J'achèterais un 33 tonnes pour le dîner de la comtesse. J'arrive à arriver en 33 tonnes. Là, pour le dîner de la comtesse, il y a quelque chose. Et tu fais un dérapage dans les graviers. Là, t'arrives avec ton 33 tonnes et tu fais comme ça. Vous rappelez du Rebelle? Vous vous rappelez du Rebelle, la série qui passait à la télé? Il faut être un petit peu vieux là, mais si vous l'avez, il était flic. Mais il a commis le plus grand flic qu'un flic peut jamais faire. Il a parlé contre d'autres flics. Depuis, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et il est obligé de mener la justice. Un hors-la-loi qui traque les autres hors-la-loi. Lorenzo Lamas, qu'on appelle le rebelle. Et là, une espèce... Du côté du Dakota, oui, c'est ça, du côté du Dakota, c'est vrai, putain. Attendez, je cherche. Je nous le trouve. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Oh là là! Charisme! Oh là là, mais regardez ça! L'homme torse nu contre la voiture.
filon. Pour les gens qui n'ont pas la ref, en fait, c'était une époque où les épisodes qui passaient à la télé, en fait, tu les suivais pas dans l'ordre, tu tombais au pif. Et donc, dans les génériques, souvent, il y avait un espèce de résumé pour te dire un peu ce que tu allais voir et un peu te planter le lore de l'histoire. Donc là, le lore, c'est un ancien flic qui mène des enquêtes et dans chaque épisode, il résolvait une enquête et c'était moto, karaté, flingue, serpent, quoi. Après, ce qui passait, moi, ce que j'attendais le plus, c'était Texas Rangers. Franchement, Walker Texas Rangers, les gens. Ah, mais on va le mettre. On met le générique de Walker Texas Rangers. Je sais pas, je vous demande, hein. C'est comme vous le sentez, hein. Je veux pas vous forcer à écouter le meilleur générique de tous les temps. Celui-là, mais quand je l'entendais, mais j'étais à fond. J'étais vraiment au taquet. Et les épisodes, ils étaient si bien. Pourquoi on fait plus des séries? Voilà, c'était mieux avant. L'époque, voilà, où on faisait du karaté. Ça, c'était bien. Il y avait aucun enjeu, aucun scénario sur le long terme, du karaté, et c'est tout. Et c'est tout. The unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do. Mais c'est quoi cette merde? Ah, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Il y a un enfoiré de mec qui vend des trucs pour le plâtre qui a fait cette vidéo et qui a mis ses pubs pour son truc pour le plâtre. Non mais l'arnaque. Any wrong you do, he's gonna see. Texas, look behind you, 'cause that's where the Rangers gonna be. Epic shit. Vous savez que c'est Chuck Norris qui chante, hein. C'est Chuck Norris en personne qui chante la chanson, hein. Tous les gens dans ce générique que vous avez vu, ils ont voté Trump. C'est obligé. Ils ont tous voté Trump. Tu sais, c'était les connards MAGA avec la casquette rouge. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Mais juste, vraiment, ce générique, pour moi, meilleur générique. Il sera jamais battu. K2000, oui. Ah non, mais me lancez pas. On est foutu après. Après, on fait une tier list des génériques, quoi. Je veux dire... Pas aujourd'hui, mais on la fera. On la fera, ça me va. Tier list des génériques de séries télé avec grand plaisir. Bon, allez, on repart sur Squeezie, là. On part dans tous les sens. Vous êtes pas concentrés, mais c'est agaçant. C'est quoi ce live qui part dans tous les sens à la fin? On n'est pas venu pour ça, hein. Bon, Chang a quand même un argument béton, on peut pas lui retirer ça. C'est qu'il dit qu'il est prêt à investir plus de 130 millions de dollars dans ce projet de film. Faut savoir qu'un budget pareil pour un film, à l'époque, même à l'échelle d'Hollywood, c'est absolument énorme. Bon, préparez-vous, faut se projeter un peu. Et pour la première fois, pour vous aider à vous projeter, je vais générer avec des IA des trucs pour que vous visualisez bien le délire. C'est une terreur nocturne, je vous préviens. Donc, on a toujours un héros grec, là, Atlas, qui a désormais un alter ego malicieux, qui s'appelle Tragine. Et alors qu'Atlas fait la fête dans son village natal, il se fait attaquer par une armée de tritons, qui chevauchent des crabes géants. Et l'un des crabes géants, là, il vole un bout du temple local avec sa grosse pince, j'imagine. Et un autre, lui, kidnappe le père d'Atlas. Donc, Atlas et Tragine partent en mission pour casser la gueule des tritons et ramener le daron à la maison. Et pour ça, direction donc Crab Island. Alors qui ils affrontent en arrivant sur place à Crab Island? Des sirènes qui couchent avec tous les hommes qu'elles croisent avant de les tuer. Alors nos héros s'engagent ensuite dans un combat à mort contre le mage démon qui était porté disparu depuis 1000 ans. Alors après ça, ils recrutent des fées, ils cassent la gueule d'une armée de démons crabes. Et le plot twist, c'est que le mage démon, en fait, depuis le début, c'est Atlas, le héros grec. Quoi? J'ai pas compris, attends. Le héros, c'est le méchant? J'ai pas compris. Le héros, c'est le méchant? J'ai pas compris. Le héros, c'est quoi? C'est qui? C'est le méchant? Qui est le méchant? Le héros? C'est qui le méchant? Le héros qui est le méchant? Qui est en fait Squeezie? Squeezie le héros, le méchant, Atlas? Atlas le grec, le méchant, est un héros? Qui est un crabe? Le crabe est un méchant? Non mais qui est le méchant? Le crabe? C'est qui? Est-ce que c'est moi le crabe? Est-ce que je suis le héros ou le méchant? Mais je comprends pas! C'est qui le crabe? J'ai rien compris. Il y a un budget infini, mais ça n'a aucun impact positif. Voilà, les mecs pédalent dans le vide dans toutes les directions, ils font des dépenses sur des trucs de merde, ils gâchent des trucs bien, et tout ça en boucle, puisque dès que quelqu'un veut dire quelque chose, le traducteur fait pas son taf. Hop là, on fout directement une perruque ridicule sur le crâne de Steve, qui va jouer Atlas. Max, son acolyte, a lui l'honneur d'avoir pour seul costume une sorte de toge un peu cheap, qui a ça aucune gueule. Je sais pas quoi vous dire. Imaginez tout cet argent pour avoir des gens qui ont ce truc, on dirait un film d'étudiant, quoi. C'est chaud. Si chaque viewer t'offre 100 subs, tu pourras créer ton film et il sera super. Vous voulez le scénario de mon film?
Attention, hein, j'ai un super scénario de film. Allez, c'est le scénario du film. Alors, c'est l'histoire d'un type, il s'appelle Thierry. Thierry, un matin, comme ça, il est à Wall Street, c'est un trader. Et il gagne beaucoup d'argent. Mais il sent que quelque chose ne va pas vraiment dans sa vie, qu'il lui manque quelque chose. Il ne sait pas dire quoi. Son cœur est vide. Un jour, alors qu'il sort tard du travail, il tombe sur un vieux SDF qui pousse un caddie comme ça, juste devant, vous savez, cette énorme sculpture de taureau qu'il y a face à Wall Street. Et là, le vieux, comme ça, il regarde Thierry et lui dit « Thierry, Thierry !» Comme ça, il a une voix bizarre et tout. Il dit « Thierry, tu es malheureux dans ta vie et tout. » Mais Thierry, il est trop Wall Street, quoi. Il veut pas écouter. Il dit « Non, non, ça va ma vie. Je suis assez content, nani nana, machin et tout. » Et le vieux lui dit « Non, Thierry, tu es malheureux. Tu es malheureux. Touche les couilles du taureau. » Et Thierry, il dit « Quoi ? Quoi, tu veux que je touche les couilles d'un taureau ? Wow, ça va un petit peu vite pour moi. » Mais le vieux, il est comme ça « Non, je te dis, Thierry, touche les couilles du taureau. » Et Thierry, il a « Non, je toucherai pas les couilles du taureau et tout. » Alors le vieux, il attrape Thierry comme ça. Et en fait, il est super fort, le vieux, comme ça. Et il jette Thierry comme ça vers les couilles du taureau. Alors Thierry, il a « comme ça, parce qu'il va se prendre le taureau. Et c'est un taureau en métal, il veut pas se blesser, quoi. Donc il met comme ça, comme ça, et paf, il met les deux mains sur les couilles du taureau. Et là, il y a un éclair qui tombe du ciel, comme ça. Et Thierry, il est propulsé comme ça. Et il disparaît comme ça. Et il s'envole. Et là, il arrive dans un pays qui est le pays des Minotaures. Il arrive à Minotaur Land. C'est comme ça, il est dans une forêt, comme ça, il entend des bruits et tout, comme ça. Et d'un seul coup, il voit arriver en courant comme lui, comme ça, un monsieur très musclé, complètement nu, avec une énorme tête de taureau qui court à lui. Oh mon Dieu, un taureau! Qu'est-ce que je dois faire? Je m'appelle Thierry, je suis trader, je sais pas comment faire. Alors il vient comme ça, et il s'enfuit encore, et le taureau, il est derrière lui. Et puis d'un coup, il se rend compte qu'il y en a d'autres. Et il se rend compte qu'il est en train d'être chassé par des minotaures. Il est en train d'être comme ça chassé. Ça Thierry se dit « Oh mon Dieu, mais ma vie de trader, mon Dieu, mais j'ai tout gâché et aujourd'hui je vais mourir mangé par des minotaures et j'aurais rien pu faire. » Et comme ça, il s'enfuit en courant dans la forêt et tout, et il tombe d'une cascade comme ça, et il tombe dans l'eau, il perd connaissance et il se réveille dans une grotte où il y a la résistance. Il y a un groupe et c'est des humains. Et là, les humains, ils lui disent « Écoute, nous sommes dans un pays où nous sommes en réalité chassés par les taureaux qui veulent se venger de ce qu'on leur a fait subir pendant très longtemps et tout. » Et Thierry dit « Ah bon, etc. et tout. » Il dit « Ah mais désolé, mais moi j'ai juste touché les couilles d'un taureau en fer parce qu'un vieux m'a dit et je suis arrivé là et tout. » Et j'en lui dis « Ah oui, bien sûr Thierry, t'as pris un coup sur la tête, personne ne croit à son histoire. » Et même lui il commence à se dire « Mais est-ce que j'étais vraiment trader? Est-ce que Wall Street ça existait ?» Il sait pas trop, tu vois Thierry, il est dans le doute un petit peu comme ça. Et au moment où il se relève parce qu'il s'est évanoui et tout, il a sa chemise de trader qui est déchirée et elle tombe comme ça. Et là, les gens, ils voient son tatouage parce que Thierry, dans sa jeunesse, il a participé au Hellfest. Et au Hellfest, un soir où il était bourré, il s'est fait tatouer une magnifique fleur tribale dans le dos. Et là, tout le monde regarde la fleur tribale et dit « Oh mon Dieu, mais Thierry, tu es l'élu! C'est l'élu! C'est l'élu! » On lui dit, mais il y a une prophétie. On dirait qu'un homme en chemise qui s'appellerait Thierry tomberait d'une cascade et qu'il aurait une fleur dans le dos. Et on dit, oh mon Dieu, il a une fleur dans le dos! Mais c'est fou! Mais c'est fou! Et ouais, Thierry, etc. Et tout. On dit, on va t'amener au chef. Alors Thierry, il y a quoi? Oui, le chef de la résistance. Nous ne pensions pas que tu étais digne de confiance. Mais désormais, nous allons t'amener au chef. Et donc, ils prennent Thierry comme ça et ils l'amènent au chef, etc. Alors c'est un long chemin et c'est un périple. Alors au début, ils le portent sur un truc, un petit siège, mais Thierry, il a un peu le mal de mer. Il a, non, c'est pas très confortable et tout. Alors finalement, il marche, mais c'est vraiment un long trajet et tout. Et donc il marche comme ça, il parcourt de longues allées. Ils doivent se cacher parce qu'il y a les minotaures, je vous rappelle, qui sont partout et qui les chassent pour en faire des esclaves, pour leur faire construire des colisées. Et arrive un moment comme ça, ils arrivent enfin à la cabane du mystérieux chef. Il a, mais qui est donc le chef de la résistance et tout, machin et tout. Et il arrive et on lui dit, le reste du chemin, tu vas devoir le faire seul. Thierry dit d'accord, je ferai le chemin seul. Et alors il avance comme ça et c'est un endroit comme ça où il y a des grandes colonnades de pierre et ça s'enfonce dans une grotte où il fait de plus en plus sombre et tout. Puis à un moment il n'y voit plus rien, il avance à tâtons, il se traîne, ça devient de plus en plus petit, il passe dans des tunnels, il se traîne, il avance comme ça et tout. Puis il arrive dans une pièce et là il y a de la musique un petit peu qui résonne comme des petites notes, un peu lointaines, mais il sait pas trop ce que c'est et tout. Il avance comme ça et dans la pièce, il y a de la lumière qui tombe de très haut. C'est une immense caverne souterraine. Et là, assis sur un caillou, de dos, il y a un homme. Et cet homme, il tient une guitare. Et là, à un moment comme ça, il se met à jouer. Il entend comme ça. Puis il entend une voix avec un accent qu'il reconnaît, l'accent du sud-ouest.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on m'amuse et qu'on chante au bout du couloir. C'est Francis Cabrel! Il y a Francis Cabrel qui se retourne et qui fait « Thierry, tu es donc arrivé » et il tient sa guitare comme ça. Quelqu'un a poussé le verrou et j'ai couru vers le grand jour. Alors mon Dieu! Mais c'est Francis Cabrel! Et Thierry là, Francis! Francis, mais donc mon monde est réel! Mon monde existe! Et Francis Cabrel, il lui dit « Oui, toi aussi, tu as touché les couilles du taureau. » Mais comment c'est arrivé? Toi, Francis Cabrel, le chanteur du Sud-Ouest, connu pour tes chansons incroyables comme Petite Marie, Je l'aime à mourir et La corrida, tu te retrouves au pays des Minotaures. Il dit oui, un jour j'étais de passage à Wall Street et par hasard j'ai touché les couilles d'un taureau et j'étais propulsé ici. Mais ensemble, Thierry, ensemble, nous allons les vaincre. Nous allons vaincre les Minotaures et faire enfin revenir notre monde. Et après, il gagne. Oh là là. J'espère que ça vous a plu, hein. Mais c'est qui le méchant? Mais c'est Thierry le méchant. Tu pouvais continuer longtemps. Franchement, ouais, je me suis arrêté parce que je me suis dit, bon, vous êtes pris en otage, là. Vous êtes pris en otage. Je pense que je pouvais continuer 20 minutes. Hein. À Francis Cabrel, je me suis dit, bon, il faut que je m'arrête parce que le lore s'étoffe dans ma tête. Ça, après, on aurait pu faire par le pouvoir de la chanson. Thierry aurait appris les percussions. Parce que je vous rappelais dans la corrida, le mec qui chante à la fin. Ah non, c'est pas du tout cette chanson-là. Si, c'est ça. C'est... Et venga, venga, venga. Un truc comme ça. Et Thierry, il aurait appris comme ça. Ils auraient appris le chant harmonique parfait. Ils auraient mêlé leurs voix. Et en mêlant leurs voix, ils auraient créé l'ultime vibration. Et ça aurait fait exploser tous les Minotaures. On aurait pu faire un truc comme ça, hein. Ou alors, ils se seraient tous réconciliés. On sait pas. Cabrel, il peut pas tuer les taureaux. En fait, on se rend compte que c'est pas les taureaux les méchants. On se rend compte que les taureaux ont évolué à cause des corridas et d'une histoire millénaire. Et qu'en fait, il faut recréer l'harmonie avec les taureaux en apprenant le chant magique, le chant taurin, pour qu'enfin les taureaux et les hommes puissent vivre en harmonie. C'est beaucoup plus logique en vrai. Le tournage commence et tout le monde découvre donc le texte en pur freestyle. Et les acteurs, Lorenz et toute l'équipe se rendent compte qu'il en manque les 3/4. Il y a littéralement des grandes pages blanches avec marqué « à écrire plus tard ». Ce qui fait que ni les équipes ni les acteurs n'ont la moindre idée de comment évolue l'histoire du film, ni d'à quoi ressemble la totalité du scénario. Ce qui, je pense, n'est pas facile pour se mettre dans la peau d'un personnage, puisque le personnage n'est pas écrit. Plus on avance et plus on tombe quand même dans un truc un peu malsain, parce que les humains qui bossent sur ce projet, ils prennent cher. Déjà, les acteurs se rendent compte que le budget de 100 millions de dollars est visiblement parti en fumée. Ça fait des semaines que plus personne n'est payé et la prod répond même plus à leurs demandes. Ils ont pas de loge et niveau nourriture, tous les jours ils mangent la même chose, un peu de riz, un peu de brocoli et un peu de tranches de poulet. Il y a rien d'autre que ça à manger pendant les semaines que dure le tournage. Alors certains vont aller acheter des bonbons et du fast-food pour essayer de garder le bon poids pour leur rôle, ou juste pour reprendre un peu de plaisir à manger quoi globalement. Sauf qu'on l'a vu, pour la majorité c'est des gars sans expérience et qui roulent pas du tout sur l'or, donc ils vont juste se retrouver à demander de l'aide à leur famille, en leur demandant de leur envoyer de l'argent, et d'ailleurs certains vont même recevoir des colis remplis de bouffe directement. Les premiers à se plaindre ça va être les figurants. C'est intéressant les riches hein, quand même, hein. Ça part de oui j'ai plein d'argent, ça va être incroyable etc. Mais immédiatement les premières personnes à pas être payées, tu vois. C'est toujours la même histoire, hein. C'est les gens au centre du truc, hein. C'est quand même toute une histoire de la production dans des trucs artistiques. Tu sais, on dit, ah, on fait un festival, mais les artistes, vous serez payés en visibilité. Ah, on fait une exposition, mais les gens qui exposent, on va pas les payer. Ils vont faire une vraie putain de grève. Voilà. Ils vont dire à Chang, écoute, tant que tu nous as pas payé, on ramène plus notre cul sur le set. Et ils ont raison. Chang va donc faire un choix tout à fait sain et logique, corrompre des policiers et leur demander de faire une descente dans l'hôtel où sont logés les figurants russes et tous les faire flipper sur la légalité de leur visa. Oui, il a de l'argent pour tout, sauf pour les acteurs. Pourquoi? Parce qu'un riche, ça réfléchit comme ça. Ils savent les riches comment ils sont devenus riches. Ils sont pas devenus riches en travaillant, ils sont pas devenus riches en produisant quelque chose, ils sont devenus riches en exploitant des gens. Il fait ce qu'il a toujours fait. Il exploite, il menace. Imaginez s'il fait ça à des acteurs sur un film, imaginez de l'argent, comment il gérait ces histoires immobilières, ce mec. Au-delà de ça, les scènes où il y a des cascades, elles sont faites sans cascadeurs. Voilà, c'est les acteurs qui doivent eux-mêmes faire les cascades alors qu'ils ont aucune formation. D'ailleurs, pour pimenter le tout, Chang hésite pas à leur passer des chevaux absolument pas dressés pour faire du cinéma. Ils passent donc leur temps à flipper et à cabrer dans tous les sens. En parlant de cheval, Steve, lui, il a carrément failli être empalé sur une branche d'arbre, voilà, après que son cheval ait pris peur et foncé vers des arbres tête baissée. Là, ça nous choque parce que c'est un film. Comme c'est sur un tournage de film, on dit non, mais c'est horrible, machin. Mais en vrai, ça montre juste un mec hyper riche qui veut qu'un projet soit fait de telle manière et qui en a rien à foutre des humains. Mais imaginez dans des trucs à construire, dans toutes sortes de projets entrepreneuriales où tu as des milliardaires à la con.
En fait, ils vont avoir exactement les mêmes méthodes, mais on n'entendra jamais parler parce que les gars n'auront pas voulu faire Avatar, mais qu'à la place, ils auront dit on fait construire un immeuble, on fait construire un stade, tu vois, on lance une boîte de ci, on lance une boîte de ça. Toutes les scènes sous-marines, par exemple, sont faites dans un bassin artificiel en studio, sauf que ça arrive régulièrement que l'équipe technique fasse tomber des appareils électroniques dedans. Oh la vache. D'ailleurs, ce bassin, le staff n'a aucune idée de comment bien l'entretenir, donc ils vont juste le bombarder de chlore tous les jours, sauf que Steve, lui, il tourne dedans, quoi. Donc ces tournages ressemblent à ça. Chaque fin de journée, il a les yeux en feu et il voit trouble jusqu'au lendemain quand il se réveille. Ah oui, et dans les studios aussi, il y a des poulets morts. Voilà, ça c'est lié au fait que Chang insistait pour qu'il y ait un peu de vie dans les décors, que ça fasse plus réel, donc il a mis des poulets. Mais il a pas pensé à mettre des gens pour s'occuper des poulets. J'adore, c'est fou. T'es là, tourné dans ton chlore avec des poulets morts et tout machin. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Elle est bien cette vidéo, les gens qui se plaignaient, moi je la trouve vachement bien, c'est marrant. Bon, du coup, certains acteurs se barrent directement par leurs propres moyens. C'est le cas de Irena Violet, une actrice qui chope très régulièrement la crève puisqu'on la force à se maquiller en extérieur. Sauf que Irena, elle a une tenue de sirène en slip, donc elle passe des heures tous les jours dans le froid. Chang refuse ce départ et il lui dit écoute, si tu veux partir, tu dois me rembourser de l'intégralité de ce qu'on t'a payé jusque là. Ce qui est honteux, on est d'accord, elle a fait son taf, voilà, les conditions sont infâmes, elle a le droit de se barrer et d'abandonner. Et rappelez-vous ce petit détail, la prod, quand ils sont tous venus en avion, ont pris les passeports des acteurs. Et donc Chang refuse de lui rendre son passeport si elle ne le rembourse pas. En gros, elle est prisonnière, quoi. Elle peut pas rentrer chez elle. Face à ça, le coup des passeports, il l'avait pensé bien en amont. Il l'avait pensé au moment où les gens allaient arriver. Ça veut dire que c'est un système de fonctionnement. On a tous déjà entendu des histoires comme ça, de gens dans certains pays qui se font prendre leur passeport et tout. Mais même en France, il y a eu des histoires sur des saisonniers, des gens qui venaient de différents pays et tout, à qui on prenait les passeports, des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est à nouveau, c'est pas un truc qu'ils ont improvisé par rapport au film ou sur le moment parce que ça pétait. Irena, en panique, elle appelle le consulat américain pour avoir de l'aide, et le consulat lui conseille tout simplement de fuir. Hop là, c'est un film dans le film, opération évasion pour Irena et son copain qui bossent aussi sur le tournage. En pleine nuit, ils vont sauter de la fenêtre de leur hôtel et courir vers le commissariat le plus proche, avant d'être escortés jusqu'à la station de train qui les emmènera ensuite vers Shanghai. De là, le consulat leur délivre un passeport d'urgence, et ils s'enfuient à tout jamais de la Chine. Je vois plein de gens qui parlent des travailleurs exploités dans différents pays, etc. et tout. Et n'oubliez pas que toute cette exploitation repose aussi sur la xénophobie et le système de frontières ultra fermé, où en gros, il y a des gens qui arrivent généralement qui ont des problèmes de papier, etc., qui sont les premières personnes exploitées par ces stratégies-là, et qu'on menace de les dénoncer, qu'on menace de dire « Ah ben je sais que t'as pas de papier, je vais appeler un tel, et je vais te foutre dans la merde ». Et donc tout ça sert aussi, cette exploitation, qui est faite par qui? Par les gens méga riches qui votent les lois de droite dégueulasses et tout. Et c'est là que ça s'arrête enfin. Voilà, fin de tournage, bravo à tous, on a notre film dans la boîte. Chang passe donc à la phase 2 de son plan, le marketing. Et Dieu sait que c'est important. Il devrait pas y avoir le montage avant le marketing, c'est quand même, il manque un bout là. Donc une espèce de conférence de presse épique dans laquelle il invite des journalistes du monde entier et où il tente de faire passer son film pour le blockbuster. Pour lui, aucun doute, le film va être distribué dans plus de 160 pays, il va être invité au Festival de Cannes et c'est le nouveau Spielberg. Et avec tous ces efforts marketing, écoutez, ça prend et la presse commence à parler d'un Avatar chinois. Sauf que l'avant-première, prévue en 2011, n'arrive jamais. Il manque encore des scènes que Chang a complètement oublié d'inclure et le script est encore retravaillé, parce que pourquoi pas. Et puis en 2012, petit miracle, le trailer du film est officiellement mis en ligne. Legend of the ages are true. 1,000 years have passed since our kingdoms have assembled. Lies in the prophecy and the power of the sacred temple. Même les typos sont folles, hein. On dirait des cinématiques PlayStation 1. C'est extraordinaire. J'ai presque envie de voir le film, hein, je suis d'accord. Hein, on est totalement d'accord, mais c'est un nanar, le vrai nanar raté par accident. Hein. Le montage est affreux, les typos sont affreuses, la bande-annonce n'a aucun sens, c'est horrible. C'est quoi la suite? Comment tout ça se termine? Eh ben écoutez, aujourd'hui encore, Empires of the Deep n'a toujours pas vu le jour. Et oui,
Je sais, c'est triste. Alors évidemment, des fois, il y a des journalistes qui approchent Chang et qui lui demandent des news de ce film. Et il garde la tête froide puisqu'il prétend que c'est toujours en production, que ce sera bien évidemment un succès énorme et que le monde n'est pas prêt pour un tel chef-d'œuvre. Bon, il y a un petit peu de déni, Chang, tu vas me consulter un psy? La réalité, c'est qu'on est maintenant en 2025, que le film devait sortir en 2016, et que malheureusement, il y a toujours aucune trace de Triton. Empires of the Deep aura donc été un fiasco du début à la fin, ça aura donc été tout simplement un caprice de milliardaire. Et ce qui me fait le plus chier dans cette histoire, c'est que j'ai envie de le voir, ce film. Je sais pas, Chang, au moins fais un documentaire sur le fiasco que ça a été, putain, en mode Woodstock ou Fire Festival. S'il te plaît, les mecs sur les crabes, je veux les voir, les sirènes qui bouffent des mecs, je veux les voir, les costumes, je veux tous les voir. En tout cas, c'est comme ça que s'achève l'histoire de ce film maudit, de ce caprice de milliardaire. Ça se trouve, s'il avait eu un peu plus d'humilité, Chang, et qu'il avait commencé par un projet un peu plus simple, et qu'il s'était un peu mieux entouré, et qu'il s'imposait un peu moins aussi dans les processus de création, parce que c'est pas son métier, ça aurait pu donner un film ok. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a plu. Ah, j'aurais adoré qu'on batte le film. Franchement, elle est bien la vidéo de Squeezie, je trouve c'est pas mal. Hein. Après, je suis un peu déçu, je voulais que le milliardaire finisse à la rue et qu'il soit complètement moqué par le monde entier et tout le monde soit là, bouh, tu étais nul et tout, machin, etc. Donc, je suis un peu déçu par la fin. Le méchant n'a pas assez perdu à mon goût. C'est une semi-défaite.